Lorsqu'on parle d'enjeux dans le contexte des risques côtiers, de quoi s'agit-il? Eh bien, les enjeux, c'est ce que l'on risque de perdre. Et dans le contexte des risques côtiers, c'est ce que l'on risque de perdre à cause de l'érosion ou de la submersion marine. Habituellement, on distingue 4 types d'enjeux: les enjeux humains, les enjeux économiques, les enjeux structurels et les enjeux patrimoniaux. Les premiers enjeux que l'on considère, ce sont les enjeux humains, c'est bien ça? C'est ça, c'est les enjeux, c'est les gens qui peuvent être impactés par l'érosion, plutôt par les submersions marines. C'est un enjeu qui est considéré comme non négociable parce qu'il concerne la santé et la vie humaine. Et donc c'est celui que doivent considérer en premier lieu les pouvoirs publics. Nous, en tant que chercheurs, on considère les enjeux à travers la population, la densité de population, mais également certaines caractéristiques qui sont susceptibles de produire une vulnérabilité plus importante. Par exemple l'âge, personnes les plus âgées ou les plus jeunes, ou par exemple le revenu, parce qu'on considère que les ménages aux revenus les plus modestes sont moins résilients par rapport à une catastrophe. Les enjeux économiques, ça regroupe beaucoup d'aspects différents, n'est-ce pas? Les enjeux économiques, ce sont ceux qui touchent à l'activité économique et à l'emploi. On considère différents secteurs d'activité, notamment sur le littoral, le tourisme, la pêche, la conchiliculture et puis aussi l'industrie dans les ports. On regarde la répartition des emplois, la localisation des entreprises et des hébergements touristiques. L'évaluation du risque dépend de l'exposition aux aléas, mais celle de la vulnérabilité dépend d'autre chose, la perte d'activité liée à une durée d'interruption, des dommages sur les édifices, les équipements, les stocks de matériel et de marchandises. La perte d'activité peut éventuellement être définitive. Et les enjeux structurels, ils sont importants aussi. Les enjeux structurels concernent les infrastructures dont l'endommagement est susceptible d'avoir un effet systémique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des interruptions de communication et des flux entre la zone sinistrée et son arrière-pays, des phénomènes de suraccident ou des perturbations de la gestion de crise. On pense en premier lieu aux routes et aux ports dont l'endommagement peut avoir des effets sur l'ensemble du fonctionnement économique d'un territoire, aux entreprises et aux industries qui manipulent des produits dangereux qui sont susceptibles de générer des pollutions ou d'accentuer le danger, aux établissements recevant du public, des écoles, les hôpitaux, les EHPAD, dont l'exposition peut mettre en danger les vies humaines ou renforcer la difficulté de gestion de crise, tout comme la présence de centres de secours en zone exposée. Enfin, les enjeux patrimoniaux. Vous pouvez nous en donner quelques exemples? Sites préhistoriques, historiques, monuments, bâtiments, ce sont des enjeux uniques, porteurs d'une histoire parfois chargée en émotions et véhiculant des images et une identité locale. C'est en cela qu'ils sont à part. Il faut ajouter le patrimoine naturel. Alors bien sûr, on peut considérer que l'exposition des espaces naturels, de la faune et de la flore à des aléas comme l'érosion et la submersion est un phénomène naturel et qu'il est préférable de ne pas intervenir. Mais on peut aussi considérer que leur valeur patrimoniale, leur rareté ou leur caractère unique imposent leur protection et engagent la responsabilité des pouvoirs publics. Finalement, lorsqu'on s'intéresse aux risques côtiers, il est fondamental de considérer avec attention les enjeux, car sans enjeux, il n'y a pas de risque. Une tempête qui frappe la côte là où les humains n'ont rien à perdre, ce n'est qu'un phénomène naturel. Une tempête qui peut nous impacter, c'est là qu'il y a un risque. Le risque existe bel et bien parce qu'on a des choses à perdre.